travail a deux acceptions, hein. Il y a le travail qui est notre activité. Nous sommes en permanence actifs, nous produisons des biens et des services, faisons du café le matin, nous conduisons des gamins à l'école, enfin, etc. Ça, c'est le travail au sens de travail concret qui produit de la valeur d'usage. Mais quelqu'un qui dit « je n'ai pas de travail », ou quelqu'un qui dit « je ne travaille plus », vous voyez bien que le mot « travail » là désigne tout à fait autre chose, puisque cette personne-là, elle n'est pas inactive, bien sûr, elle est au travail au sens où elle produit de la valeur d'usage, mais elle n'est pas réputée produire de la valeur économique. Et son activité n'est pas réputée contribuer au produit intérieur brut. Son activité n'est pas réputée productive, et donc je vais appeler ce soir travail la partie de l'activité qui est réputée être productive. Et insister sur le fait que cette réputation n'a aucun fondement autre que politique. Si, pour reprendre le fait de faire du café, si je fais du café chez moi, je suis actif, mais je ne suis pas réputé travailler. Si je fais exactement la même chose comme salarié d'un restaurateur, je vais être réputé travailler. Et vous voyez bien que ce n'est pas du tout le contenu de notre activité qui décide si c'est du travail ou pas. Absolument pas. C'est le cadre dans lequel cette activité s'opère qui va décider si c'est du travail ou pas. Et ce cadre, il est le fruit de la lutte de classe. La lutte de classe, elle porte fondamentalement sur qu'est-ce que c'est que travailler. Et une classe dirigeante, c'est une classe qui décide, qui a la maîtrise du travail, au sens de la partie d'activité qui produit de la valeur économique. Et la lutte de classe, c'est le conflit irréductible entre la classe qui décide et qui a la main sur le travail, et puis ceux qui, dominés en matière économique, s'organisent de façon longue, c'est plutôt séculaire, c'est pas ça ne se fait pas en 5 minutes, s'organisent comme classe révolutionnaire, et la révolution, c'est le changement du mode de production. La classe révolutionnaire qui a réussi, c'est la classe bourgeoise. La bourgeoisie se constitue parmi les dominés par l'aristocratie au XIIe, XIIIe siècle, et dans un combat séculaire, elle va se substituer à l'aristocratie comme classe ayant le monopole de la pratique du travail. Et depuis le XIXe siècle, cette classe devenue dominante, au sens où c'est elle qui définit ce qui est du travail, qui définit la production et qui définit son partage, cette classe se heurte à la construction, mais qui, là aussi, sera séculaire, d'une classe révolutionnaire qui entend se substituer à la bourgeoisie dans la définition du travail. La révolution, encore une fois, porte sur le changement dans la pratique du travail. Et c'est pourquoi je suis très heureux que ce débat porte sur le travail, parce que nous sommes là au cœur des rapports sociaux. Qu'est-ce que c'est que travailler ? La définition capitaliste du travail, qui se substitue progressivement à la définition aristocratique du travail. La définition capitaliste du travail, travail ceux qui se soumettent à un propriétaire de l'outil de travail. Donc vous avez une institution qui est décisive, qui est la propriété lucrative, qui s'y soumettent
en allant sur un marché du travail comme demandeurs, alors que nous sommes les seuls à produire de la valeur, mais une société capitaliste nous transforme en demandeurs, et il faut toute la socialisation, aussi bien dans la famille que dans l'école, pour transformer des producteurs en demandeurs. C'est inouï, hein. Nous sommes mis dans la situation de demander, alors que c'est nous qui produisons la valeur. Il y a une violence sociale absolument inouïe. Et ces demandeurs vont être payés pour le prix de leur force de travail. Et là aussi, il y a une singulière violence dans le salaire, tel qu'il est pratiqué dans le capitalisme. Le prix de la force de travail, qui est une marchandise que l'on entoure de la petite faveur rose du CV. Hein, le CV, ça sert à dire mais je suis éperdument désireux de correspondre à votre demande, monsieur le propriétaire. Et cette force de travail qui est amenée sur le marché du travail va être payée pour ce qu'elle vaut, c'est-à-dire pour la quantité de travail nécessaire à produire les biens et services qu'elle va consommer en matière d'éducation, de transport, d'habillement, de nourriture. Vous voyez que là encore, il y a une violence anthropologique considérable à nous définir, non pas comme producteurs, nous sommes niés, la classe dirigeante, elle se définit comme la seule maîtresse de la production. Et nous sommes définis comme des êtres de besoin. Nous sommes des mineurs sociaux qui avons droit à du pouvoir d'achat. Vous imaginez le mépris anthropologique qu'il y a derrière ce terme de pouvoir d'achat. On vous jette du pouvoir d'achat, comme ça, comme à des chiens. Et cette force de travail, ainsi achetée pour ses besoins, va produire des marchandises capitalistes, c'est-à-dire des marchandises, pas simplement qui ont un prix. Hein, la marchandise capitaliste, elle n'est pas définie d'abord par son prix, elle est définie par le fait qu'elle est construite de telle façon qu'elle génère un profit lorsqu'elle est vendue et qui va mettre en valeur le capital du propriétaire, qui peut être le propriétaire direct, mais qui est de plus en plus maintenant l'actionnaire, et même maintenant avec la globalisation financière du capital, le prêteur. Voilà, pour la classe dirigeante, ne travaillent que ceux qui vont sur un marché du travail, se soumettre à un employeur et mettre en valeur du capital en produisant des marchandises capitalistes et en étant payés par du pouvoir d'achat. Les autres ne travaillent pas. Les autres dépensent. Un fonctionnaire n'a pas d'employeur, il n'est pas payé, il ne va pas sur un marché du travail, il est payé pour son grade, pas pour son poste, il est supposé ne pas produire. Il dépense. C'est de la dépense publique, comme on dit. Alors on dépense de l'éducation, on n'en produit pas, c'est curieux. On dépense de la santé, on n'en produit pas, c'est extrêmement curieux, mais c'est comme ça que la religion capitaliste nous est enseignée. De même, celui qui ne met pas en valeur du capital ne produit pas. Il est utile, on n'ira pas son utilité, mais on ira qu'il soit productif. Et précisément parce que le cœur de la définition capitaliste du travail repose sur ce mépris anthropologique de ceux qui, mineurs sociaux, ont droit à du pouvoir d'achat, mais pas au pouvoir tout court sur la production, une classe révolutionnaire est en train de se constituer pour produire des institutions alternatives. Une classe révolutionnaire, ce n'est pas une classe qui opère un meilleur partage des richesses. Je ne sais pas par une bonne fiscalité ou par je ne sais pas quoi, laissons ça à Piketty. Une classe révolutionnaire
c'est une classe qui transforme les institutions du travail, qui dit non, le travail, c'est pas ce que la classe dirigeante décide, c'est ce que nous allons décider être du travail. Je répète que le fondement du travail n'est que politique. Il n'y a aucun fondement naturel. Il n'y a pas d'essence du travail. Ce sont les rapports sociaux qui décident de ce qui, dans l'activité, est ou pas du travail. Et la classe ouvrière s'est constituée au XXe siècle, non pas pour un meilleur partage de la valeur ajoutée, ce qui n'est pas du tout révolutionnaire, de même que la bourgeoisie n'a pas cherché à mieux partager les richesses avec l'aristocratie. C'est pas ça. Elle ne s'est pas mise à la place de l'aristocratie pour faire de la production féodale. Elle a changé le mode de production. Elle a marginalisé le mode de production féodale. Elle a montré que le mode de production féodale était désuet, improductif, etc., etc. Et qu'est-ce que fait une classe révolutionnaire aujourd'hui? C'est la même chose. Elle ne cherche pas à mieux répartir la valeur capitaliste. Elle ne cherche pas à prendre la place du calife pour faire pareil. Elle institue une alternative à la pratique capitaliste du travail. Et cette alternative, elle prend forme progressivement au XXe siècle. Et dans l'Europe bismarckienne, disons, enfin en Allemagne, en Italie, en Autriche, en France, en Belgique, et dans une moindre part aux Pays-Bas ou en Espagne, la classe ouvrière s'organise pour une alternative à la pratique capitaliste du travail qui supprime la propriété lucrative, le marché du travail et leurs conséquences, à savoir le crédit pour financer l'investissement. Je n'ai pas présenté cette autre institution décisive dans la pratique capitaliste du travail, qui est enseignée là aussi comme une croyance religieuse. J'ai enseigné 30 ans l'économie, je sais ce que c'est que la religion capitaliste, je la connais par cœur. C'est de nous dire qu'il faut du crédit pour investir. Ce qui est naturalisé, une violence capitaliste tout à fait singulière, qui est je te pique une partie de ce que tu produis, et ensuite je te le prête, puis tu me rembourses. C'est ça, de dire qu'il faut du crédit pour investir, c'est naturaliser la prédation préalable. Il n'y a de crédit que parce qu'il y a eu prédation. Les 400 milliards d'investissements que nous faisons chaque année sur les 2000 que nous produisons, nous les avons produits. Je ne parle pas de l'investissement net qui suppose une création monétaire, on peut en reparler dans le débat, mais là, dans le propos initial, je n'ai pas causé de ça, mais ces 400 milliards, nous les produisons, sauf qu'ils nous sont piqués sous forme de profit. Et ensuite, ceux qui nous les ont piqués nous les prêtent. Mais pour légitimer cette violence sociale singulière, il faut bien qu'il y ait une croyance religieuse, de même qu'on nous habitue à la croyance religieuse dans les exigences du marché du travail, et il faut se former pour correspondre aux exigences du marché du travail. Si ce n'est pas Dieu, sachez pas très bien où est Dieu. Et bien de même, il faut que nous passions par la nécessité du crédit pour investir. On ne peut pas investir sans crédit. Enfin. C'est-à-dire que nous adhérons par ce genre de dogme au discours de nos maîtres qui naturalisent la violence sociale de leur définition du travail. Or, ce qu'a commencé à faire la classe ouvrière, c'est précisément à instituer une alternative à ces institutions capitalistes du travail. Et l'alternative, c'est de produire sans employeur, sans marché du travail, de produire sans mettre en valeur de capital et de financer l'investissement sans crédit.
Tout cela, nous l'avons fait, nous le faisons encore, et nous pouvons le faire pour la totalité de la production. Comment le faisons-nous? La classe ouvrière a été en mesure, on date toujours ça de 45-46, mais c'est une date emblématique dans une évolution d'une quarantaine d'années, disons, entre 1920 et 1970, une cinquantaine d'années. La classe ouvrière, dans nos pays de type bismarckien, a été en mesure d'instituer des institutions alternatives aux institutions capitalistes du travail. À la place du marché du travail, la classe ouvrière a institué le salaire à vie. Le salaire à vie, c'est le fait que la reconnaissance de mon activité comme travail ne dépend pas de mon embauche par le propriétaire de l'outil ou son représentant. La reconnaissance de mon activité comme travail dépend d'une attribution de qualification personnelle qui est à vie, qui ne peut pas être remise en cause, qui peut être améliorée, qui peut progresser, mais qui ne passe jamais par la case chômage, qui ne passe jamais par la réduction du salaire ou par sa suppression, qui est du salaire à vie. Il y a à peu près 12 millions de personnes qui, en France, aujourd'hui, sont dans le salaire à vie. Vous avez 5 millions de fonctionnaires, et puis à peu près la moitié des retraités qui ont une pension proche de leur salaire. Il y a 15 millions de retraités, donc à peu près 7 qui ont une pension qu'on peut appeler du salaire à vie. Cette façon de délier le salaire de l'emploi, de délier le salaire de l'obligation d'aller sur le marché du travail pour se subordonner à un employeur, c'est une conquête absolument formidable qui est en permanence contestée, bien sûr, et en particulier par la fable que les fonctionnaires et les retraités ne travaillent pas, qu'ils dépensent, puisqu'ils ne se soumettent pas à un employeur. Ils n'obéissent pas à la définition capitaliste du travail, donc ils ne travaillent pas. Alors, on peut adhérer à la religion capitaliste, libre à vous d'y adhérer si vous voulez. Quand vous avez un concours, dites-le, tout ça, bien sûr. Il ne faut pas être fou, il ne faut pas être suicidaire, mais essayez de garder votre quant à soi quand on vous demande de cracher ces conneries sur vos copies. La deuxième institution que la classe ouvrière a été capable de mettre en place, c'est la subvention de l'investissement à la place du crédit. Et la séquence subvention-cotisation à la place de la séquence profit-crédit, prédation-prêt. Cotisation, nous nous approprions collectivement une partie de la valeur et nous l'affectons à l'investissement sous forme de subvention. C'est comme cela que nous avons institué l'hôpital, par exemple. L'hôpital, c'est un lieu qui a été construit, c'est un investissement considérable. Dans les années 60, lorsque le système hospitalier passe d'une situation de mouroir à une institution de soins, il faut des investissements massifs qui vont être cherchés, certes pour partie sur le marché des capitaux, mais qui, pour l'essentiel, vont être faits par subvention. Nous nous approprions une part supérieure de la valeur sous forme de cotisation maladie qui va à la caisse d'assurance maladie, et la caisse d'assurance maladie va subventionner l'investissement. Donc vous voyez comment nous produisons la santé par du personnel qui a un salaire à vie, et du personnel qui a un salaire à vie sous deux formes très intéressantes, sous la forme de la fonction publique hospitalière et sous la forme des libéraux. C'est-à-dire que nous avons inventé, la classe ouvrière a inventé un travail indépendant qui relève du salaire à vie. Qu'un
qu'un médecin ou un infirmier libéral ait un salaire à vie, c'est évident lorsqu'on constate, quand on compare les ressources d'un médecin qui s'installe et d'un architecte qui s'installe. L'architecte qui s'installe va crever de faim pendant 20 ou 30 ans, sauf s'il est gratte-papier d'un notable de la profession. Le médecin, il a aussitôt des ressources, l'infirmier libéral a aussitôt des ressources parce que sa patientèle est solvabilisée par du salaire socialisé et lui touche une fraction de ce salaire socialisé. Vous voyez qu'on change complètement le sens du mot salaire. Le salaire, ça n'est pas aller se subordonner à un employeur, puisque le fonctionnaire a un salaire qui ne suppose pas la subordination à un employeur, il ne relève pas du marché du travail, il a un salaire à vie, il est payé pour son grade et pas pour son poste. Et le libéral de santé n'a pas d'employeur et il a un salaire à vie, lui aussi, tout en étant travailleur indépendant. Vous voyez que le mot salaire n'est plus du tout identifié à sa définition juridique de subordination à un employeur. Nous avons inventé une alternative au salaire capitaliste qui est un salaire anticapitaliste. De même que nous avons inventé une alternative au crédit qui est la subvention de l'investissement. Si on a par exemple créé un collège par jour pendant 10 ans entre 65 et 75, c'est le cas, on a créé un collège par jour dans ce pays entre 65 et 75, ça n'est pas en allant sur le marché des capitaux, c'est pas en faisant du partenariat public-privé, c'est en augmentant les impôts, tout simplement, c'est-à-dire en nous appropriant une partie de la valeur, en la socialisant sur un mode salarial et non pas sur le mode capitaliste. L'enjeu d'une classe révolutionnaire, c'est sa capacité à socialiser la valeur à sa façon et non pas à la façon capitaliste. La façon capitaliste de socialiser la valeur, c'est la centralisation du profit dans des portefeuilles financiers, c'est les marchés publics, les marchés publics qui sont la source de la rentabilité de l'essentiel des groupes financiers, ils vivent des marchés publics, prenez Vinci, Bouygues ou n'importe qui, c'est une centralisation de la valeur à des fins capitalistes, Sanofi, etc. Et contre cette centralisation de la valeur à des fins capitalistes, nous avons inventé une centralisation de la valeur à des fins salariales, la part de l'impôt qui finance non pas des marchés publics, mais de la fonction publique, d'une part. C'est pour ça qu'elle est en permanence contestée. Mais pas l'impôt qui finance des marchés publics, ils ne sont pas contestés du tout. Et la part de la cotisation qui finance le salaire à vie des personnels soignants, par exemple, des retraités, des chômeurs, ils ne sont pas encore en situation de salaire à vie, mais c'est des choses qu'il faut conquérir, et qui finance par subvention l'investissement. Nous pouvons généraliser tout cela, nous pouvons généraliser à toute la production, nous pouvons produire des automobiles comme nous produisons de la santé, nous pouvons produire des connexions informatiques comme nous produisons la santé. C'est pour cela qu'il y a un tel enjeu dans la religion capitaliste de dire mais non, on dépense quand on ne produit pas sur le mode capitaliste. Le terme de dépense publique, vous connaissez le côté performatif des catégories comptables, le terme de dépense publique, c'est une arme de guerre du capital contre la révolution du travail qu'opère la cotisation ou l'impôt lorsqu'ils ont comme vocation de financer des salaires à vie et de la subvention de l'investissement. Parce que s'il y a subvention de l'investissement, alors il y a également propriété d'usage de l'outil de travail. L'outil de travail ne va pas être la propriété lucrative comme il l'est dans le capitalisme, il va être la propriété d'usage des personnels, des usagers, de représentants divers et variés, tout dépend comment tout ça est géré, bien sûr, du salariat. Ce sont ces innovations-là, propriété d'usage à la place de la propriété lucrative,
salaire à vie à la place du marché du travail, subvention de l'investissement à la place du crédit, qu'il n'appartient qu'à nous de généraliser. Je témoigne, pour être en situation de salaire à vie, j'étais 13 ans contractuel et je suis en salaire à vie depuis 84, donc ça fait maintenant 32 ans. Pour avoir été en situation de copropriété d'usage de mon lieu de travail, pour avoir produit des biens qui n'étaient pas sous le joug de la rentabilité capitaliste, je témoigne du bonheur alors qu'il y a à travailler.